Sylvie Alice Mangoyo, ma question est la suivante. Ça concerne le cancer de sein. Est-ce qu'une fille, une jeune fille, une adolescente entre 12 et 15 ans, peut-elle attraper, contracter le cancer? En d'autres termes, je voulais dire ceci. J'ai vu une fille de 13 ans qui avait des seins normaux. Au bout de quelques années, ça s'est rétréci. Est-ce que cela est dû aussi à un cancer? Je suis Constance Mananga de la direction des Infos TV. J'ai deux petites préoccupations. Le professeur a parlé des facteurs de risque, il a parlé des produits contraceptifs. Je voulais que le professeur explique bien, parce qu'il a dit que c'est aussi les facteurs de risque, parce que le fait de les prendre et qu'on ne sait plus porter les préservatifs. Est-ce que c'est juste parce qu'on ne porte pas les préservatifs et qu'on est exposé au papillomavirus, ou alors les produits contraceptifs eux-mêmes provoquent les cancers? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. On dit que quand vous prenez les produits contraceptifs, vous pouvez avoir les cancers. Et puis la deuxième préoccupation, on dit souvent, parce que vous avez parlé de l'allaitement, si on ne fait pas l'allaitement, les hommes aussi peuvent aider leurs femmes. Quand les hommes sucent les seins, on peut aussi faire éviter les cancers à leurs femmes. Vous confirmez cela? Merci. Oui, moi c'est Mami Chiboboa. Vous avez parlé des méthodes de contraception. Nous avons plusieurs méthodes. Alors celles qu'on met comme les implants, il y a aussi celles qu'on boit et les stérilés. Et y a-t-il des inconvénients aussi par rapport à cela ou pas? Merci. Oui, merci. Monsieur Kilolo, j'ai beau entendre ici, on parle toujours du cancer, mais on n'a pas parlé du cancer en ce qui concerne l'homme. Mais moi, j'ai déjà vécu ici, au sein de la RTNC, un monsieur qui est décédé du cancer de sein. Oui, je suis Nadine Odia. Ma question est celle-ci. Je voulais tout simplement que le docteur puisse nous confirmer si réellement l'ail diminue le cancer dans le corps de l'homme. Je ne sais pas, c'est juste une confirmation. Joseph Lombo de la Fondation Bénévent Initiative. Je voulais poser la question au docteur pour savoir quels sont les cas, en parlant du cancer bien sûr, qui présentent des risques de co-infection. C'est Rachel Chidibi. Est-ce qu'une femme qui allaite, l'homme peut-il passer sa bouche sur le sein de la femme? Merci, c'est Jacqueline Moulanga. Le docteur a parlé de l'alimentation, il nous a parlé des graisses et tout ça, mais j'aimerais qu'il puisse nous préciser s'il y a quand même des aliments qui peuvent être à la base pour nous aider, qu'on ne puisse pas prendre certaines choses pour nous aider, pour que nous puissions éviter cela. En fait, nous voulons savoir, d'après le docteur, si je l'ai bien saisi, il a dit le virus qui amène les cancers du col provient de l'homme. Et quels sont les risques que l'homme court par rapport à ces virus-là? Et quand ça vient chez l'homme, est-ce que ça se produit dans son corps propre ou bien il attrape ça ailleurs? Oui, merci pour toutes ces questions. Quand on a beaucoup de questions, en fait, on est content parce que ça montre l'intérêt et la recherche de l'information. Bon, je n'ai personnellement pas encore vu un cancer à 12 ans, mais théoriquement, c'est possible. S'il y a des facteurs de risque très importants, on peut présenter un cancer du sein à cet âge-là. Mais ça doit être très rarissime. Personnellement, je n'ai pas encore vu ça. Alors, le fait que le sein se soit rapetit après, que ce soit un cancer, c'est invraisemblable quand même. Un cancer qui vient plutôt avec une masse. Mais bon, je ne saurais pas dire oui ou non. Si c'était symétrique, ça c'est sûr que c'est non. Si l'un s'est rapetit, l'autre s'est rapetit, je crois peut-être qu'elle a maigri, peut-être qu'elle a fait du sport, je ne sais pas. Mais dire que ce serait un cancer qui soit à la base de cela, je crois que c'est invraisemblable. Alors Madame Kande a
parlez du test. Oui, en fait, il y a des tests qu'on peut faire à 2 niveaux. Il y a des tests qu'on peut faire pour savoir si on a le virus. Ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore accessible. Hein. Mais ailleurs, il y a même des études qui ont été faites localement ici. Nous avons des collègues aux cliniques universitaires qui travaillent là-dessus, Il y a des tests de dépistage de ce virus-là. Donc on peut prélever au niveau du col et détecter la présence du virus. Okay? Mais de manière indirecte, donc un peu plus tard, lorsque je vous parle de l'anatomopathologie, lorsqu'on prélève au niveau du col une masse, on va au laboratoire. Quand on découpe, celui-là qui va étudier les tissus peut vous dire que je suis en train de voir des éléments qui me prouvent que le virus est là. Donc c'est à 2 niveaux. Donc le virus entraîne des modifications qui peuvent être perceptibles à l'examen en anatomopathologie. Donc ici, on peut faire ça. Mais détection de virus, on peut faire ça ici, c'est vrai, mais ce n'est pas en routine. On ne le fait pas en routine. Alors, il y avait une autre question sur les accouchements et cancers. En fait, les accouchements augmentent. J'ai dit ce sont des facteurs de risque. Ça augmente le risque, tout simplement parce que les accouchements entraînent un traumatisme au niveau du col. Bien sûr, on parle du traumatisme, c'est-à-dire tous les autres facteurs qui entraînent un traumatisme au niveau du col vont augmenter aussi le risque. Vous avez parlé de potions traditionnelles et tout ça. Il y a des gens, effectivement, il y a des dames qui utilisent beaucoup de... On s'est rendu compte que ces femmes-là sont plus exposées. Parce que si ça brûle le col, effectivement, à un moment, parce que quand ça brûle, l'organisme doit se régénérer. Quand ça brûle, l'organisme doit se régénérer. Et je vous avais dit que lorsque la régénération devient très intense à un endroit, vous n'êtes pas à l'abri du cancer. Parce qu'à un moment, une cellule va piquer une crise et ça ne va pas être géré par l'organisme. Donc, tous les traumatismes au niveau du col entraînent un risque élevé. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont utiliser ça vont faire les cancers, non. Ce n'est qu'un facteur de risque. Ce n'est pas la cause même du cancer, non. C'est un facteur de risque. C'est une exposition, en fait. C'est comme vous marchez sur la route, vous voyez une voiture venir, vous dites que je vais traverser rapidement avant que la voiture ne vienne. Donc, vous avez une probabilité de mourir. Mais si vous faites ça 10 fois, vous mourrez peut-être une fois, si vous était possible de reprendre ça. Mais vous ne mourrez pas toutes les fois, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça le risque. Alors, les produits contraceptifs, ah oui, est-ce que c'est le fait d'être libéré d'une sexualité protégée ou le produit lui-même? Alors, il y a un grand débat là-dessus. Les recherches actuellement, pour le col, pour les cols, les recherches actuellement n'ont pas prouvé un rapport direct. Mais effectivement, avec les contraceptifs oraux, on incrimine, lorsqu'on prend ça très très longtemps, certaines personnes pensent qu'on pourrait avoir un risque. Mais on n'a pas encore définitivement levé l'option là-dessus. Par contre, pour le cancer du sein, là c'est vraiment définitif. Une prise prolongée, plus de 10 ans. C'est pour cela actuellement, on ne recommande pas de prendre non-stop pendant plus de 10 ans. Quand vous prenez non-stop pendant plus de 10 ans, contraceptif oral, je ne parle pas d'implant, je ne parle pas de stérilet, le risque augmente quand même. Je parle du risque qui augmente. Je ne dis pas que le cancer vient. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque et il faut comprendre ça dans ce contexte-là, des facteurs de risque et non des causes de cancer. Il y avait aussi la question sur l'allaitement. Est-ce que le fait que les hommes vont aider finalement leurs femmes à la place des enfants peut faire qu'il y ait un risque réduit du cancer? Eh bien, oui. Oui, le fait que la succion soit là, que ce soit de l'homme ou de l'enfant, ça réduit les risques de cancer. À un moment, il y a même eu une photo qui a circulé sur Internet qui recommandait ça. Effectivement, les gens ont prouvé que le fait de faire une succion des seins par l'homme même, ça réduisait le risque de cancer du sein. Non, mais si la femme allait, il y aura 2 qui vont téter en ce moment-là. Oui, parce que nous avons parlé d'une substitution. Ça veut dire que si l'allaitement manque, c'est ce qui est recommandé, non? Par exemple, une femme qui n'accouche pas, qui n'a pas d'enfant, comment son mari peut l'aider à diminuer le risque? Mais là, vous me parlez d'une situation où l'enfant est là en train de téter. Maintenant, ils sont en train de se disputer les seins avec le mari. En fait, c'est ça la situation. Ce n'est pas recommandé. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas recommandé. Parce que la bouche d'un homme adulte a beaucoup de microbes. La bouche d'un homme adulte a beaucoup de microbes. Et lui, il n'en meurt pas parce qu'il a développé, il n'en tombe pas malade parce qu'il a développé des anticorps. Mais s'il tète le sein d'une femme qui allaite et qu'un nouveau-né vient téter, le nouveau-né va tomber malade. Ce n'est pas recommandé.
C'est pas recommandé. Alors, il y a Madame Chibaba qui voulait savoir si, oui, s'il y a des méthodes naturelles pour éviter le cancer. En fait, déjà, je pourrais dire que ce qui est naturel évite déjà le cancer, n'est-ce pas? Ce qui est naturel. C'est pour cela qu'on va recommander bio, on va recommander l'exercice physique. Vous savez, nos mamans étaient protégées parce que je disais, elles allaient au champ le matin, elles travaillaient, elles avaient la sueur, elles rentraient le soir, elles préparaient. Elles étaient moins exposées à ce que nous avons aujourd'hui avec la sédentarité. Ce qui est naturel est déjà bon. Et moi, je vis avec ce principe-là. Ce qui est naturel est bon. Quand vous venez maintenant avec les artifices, c'est là où ça commence à désorganiser les choses. En général, les graisses animales posent un problème. Les graisses animales, c'est-à-dire, il y a des gens qui aiment des madindons, par exemple. Les graisses animales, oui, il y a des gens qui en raffolent, je vous assure. Hein. Ça ou rien. Oui, ça entraîne beaucoup de problèmes. Cette graisse-là, elle n'est pas très bonne pour l'organisme. Déjà, ça fait travailler beaucoup le foie et ça entraîne beaucoup d'autres choses. Et pire encore, lorsque vous avez tout ce qui a été surfait ou boosté, ça constitue un problème. Aujourd'hui, il y a un grand débat entre les organismes génétiquement modifiés, le cancer, beaucoup d'autres maladies, ainsi de suite. Si je peux vous recommander des choses, c'est bio, en fait. Malheureusement, lorsqu'on est en ville, bio, ça coûte plus cher. Mais c'est ça qui est la piste. Donc chaque fois et le poisson, c'est bon. L'huile de poisson, c'est très bon. La lutte contre le cancer, l'huile de poisson, c'est vraiment très bon. Parce qu'il y a beaucoup de constituants là-bas qui vont nous aider à ne pas être pollués par les cellules qui vont être finalement responsables du cancer. En fait, le cancer du sein existe, mais de manière très rarissime chez l'homme. J'ai vu aussi un cas de cancer en près de 15 ans, j'ai vu un seul cas de cancer du sein chez l'homme. Le cancer du sein chez l'homme peut arriver aussi, mais malheureusement, vous savez qu'on donne beaucoup d'énergie à la lutte contre un problème qui sévit réellement. Si sur 10 millions d'hommes, il y a un qui va présenter un cancer du sein, c'est difficile d'investir des millions de dollars pour prévenir ces seuls cancers. Donc vous voyez un peu le contexte, mais ça existe. Ça répond en fait aux mêmes facteurs de risque, hein, mais ici on sait que l'homme n'allait pas et tout, mais c'est beaucoup plus génétique. Par rapport à l'ail et cancer, en fait l'ail c'est connu, a beaucoup de vertus, pas seulement pour le cancer du sein. L'ail a beaucoup de vertus, ça contient beaucoup des facteurs que j'ai appelés les antioxydants. Il y en a plein dans l'ail. Et certainement que ça va agir quelque part pour prévenir beaucoup de cancers, donc y compris le cancer du sein. Mais est-ce que si vous consommez ça beaucoup, vous n'aurez pas le cancer du sein? Ce n'est pas vrai. Ici, on parle de facteurs des risques. Ça veut dire que si vous diminuez le risque, c'est mieux. Mais si vous diminuez le risque, ça veut dire que ça ne viendra pas. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Oui, en ce qui concerne les cas qui se présentent avec co-infection. Oui, par exemple, la co-infection VIH et HPV augmente le risque de cancer du col. Donc, on a parlé... dans les facteurs de risque, j'ai relevé un problème immunitaire. Donc, lorsque l'immunité de la personne est déjà défaillante, elle peut présenter, cette personne-là, un risque beaucoup plus élevé. Mais d'autres co-infections aussi, si la femme a d'autres virus, par voie génitale, même les bactéries, ça va exposer sa filière génitale à contracter un virus. Donc le virus pourra entrer beaucoup plus facilement. Donc les co-infections, quels que soient les virus, même co-infection avec VIH, sont des choses à éviter parce que ça augmente le risque. Monsieur Patrick a demandé, a posé la question de savoir d'où provient le virus. Est-ce que c'est l'homme qui donne ça ou quoi? Et quand ça arrive chez l'homme, est-ce qu'il a pris ça? Non. Le virus, il se transmet de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Ceux qui s'occupent de cancer de l'homme, mais ce n'est pas aussi fréquent que la femme, parce que vous savez, pour la femme, c'est un peu particulier parce que le virus va se loger dans un endroit clos et le virus va proliférer. Alors que l'homme peut contracter le virus. Sur l'homme, il y aura le virus sur la peau aussi. Et on pense que ces virus pourraient aussi être à la base d'une augmentation du risque de cancer de l'organe génital chez l'homme. Mais un risque moindre que pour le cancer du col. Mais les virus, ils viennent d'où? On ne sait pas. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas si c'est venu de l'homme ou de la femme, mais du fait que ça se transmet sexuellement. Alors je vais vous dire, le virus du sida, il est venu d'où? De l'homme ou de la femme? C'est la même histoire. Okay? Donc l'homme peut donner à la femme et la femme peut donner à l'homme. Mais la femme est beaucoup plus exposée
parce que le virus va se loger et va s'en renfermer, alors que chez l'homme, il va se savonner, et puis le risque n'est pas aussi important que chez l'homme. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de cet exposé? C'est que le cancer du col et du sein ont une prévention très efficace. Quand on dit très efficace, ça veut dire que ça demande très peu de moyens, mais ça sauve beaucoup de vies. Il faut donc éviter la survenue du cancer. Donc il faut faire la prévention. Et donc, dans la salle, si des dames n'ont pas encore eu à faire la prévention du cancer du sein ou du col, vous pouvez faire cette prévention, allez voir un médecin, dites, moi je voudrais faire une prévention du cancer du sein et du col. Qu'est-ce que je fais? J'ai tel âge et tout de suite, ainsi de suite. Je commence quand? Quel est le programme qu'on va faire? Ça pourra me coûter combien? Vous pouvez poser toutes ces questions-là au médecin. Et parfois, il y a des organismes qui font des dépistages. Soyez attentifs à cela. Parfois, il y a des hôpitaux de la place qui font comme un paquet de dépistage. Allez vous faire dépister. C'est peut-être tous les 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Faites ça. Si vous avez fait ça depuis plus de 3 ans, alors il faut refaire un dépistage. Et si possible, vous pouvez vous organiser en tant que femme de la RTNC, en tant qu'épouse d'agents ou des cadres de la RTNC, vous faites un mouvement, vous dites ça va nous coûter combien, vous contactez un organisme qui peut vous faire un prix réduit parce que vous êtes un grand nombre et vous pouvez commencer à faire ça tous les 2-3 ans. Vous pouvez le faire. En attendant que les autres viennent nous aider, il faut que nous sachions nous aider nous-mêmes. Parce que nous sommes capables de le faire. Ne vous en faites pas, nous sommes capables de nous organiser et de nous prendre en charge. Très important, et c'est par là que je vais chuter. Je vous dis au début que c'est un privilège pour nous d'avoir les dames. Les dames, excusez-moi mesdames, parlent plus que les hommes, n'est-ce pas? Si vous pouvez parler de ça, ça sera une bonne chose. Si vous pouvez parler de ça autour de nous, autour de vous, vous pourrez sauver beaucoup de vies et je sais de quoi je parle. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, vous avez